Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire le plus extraordinaire et le plus important de tout ce tour d'été qui arrive en dernier pour présenter la gynécologie obstétrique. On va attendre 5 minutes le temps que tout le monde puisse arriver, de pouvoir avoir un maximum de monde avant de commencer. J'ai l'honneur d'être accompagné d'Agathe avec moi et nous serons deux à présenter l'aspect merveilleux que la gynécologie obstétrique, qui est le choix que vous devez faire absolument, parce que c'est un aspect extraordinaire et nous allons en parler. Donc moi, je suis Michel Gabriel, je fais un terme de 8e semestre à Paris, actuellement dans mon hôpital à l'Institut Curie-Saint-Cloud, dans la belle Saint-Gustave. Ça paraît très vite quand je suis seul. Je laisse à mes camarades se présenter. Bonjour à tous. Comme Michel Gabriel l'a dit, on va vous parler de la gynécologie obstétrique ce soir. Et moi, je suis Agathe, je suis interne en 2e semestre à Toulouse. On attend encore un tout petit peu avant de se lancer et après, on va commencer la présentation de la spécialité. C'est un Zoom, je ne vais pas hésiter à poser vos questions. Donc, pour l'instant, on va essayer de se lancer, on va faire la présentation suivie. On continue. Et à la fin, on dira toutes vos questions. Il n'y a aucune question inutile ni débile. On y répond à toutes. Il faut savoir que la l'AGOS dispose aussi d'un réseau de référents pour toutes les villes de France. Donc, si vous avez des questions pour des villes spécifiques, vous nous demanderez et on vous donnera les contacts de nos chers référents de SP. Bon, allez, on commence. Les retardataires ont toujours tort. C'est parti. Donc, super. Déjà, ça me passe. La gynécologie, je vais vous la présenter en quelques mots. C'est une spécialité extraordinaire qui se découvre vraiment pendant l'internat. Si vous avez la chance d'avoir fait pendant votre externat un stage en gynéco, vous avez compris que c'est une spécialité qui est très pratico-pratique. Souvent, c'est là, en tant qu'externe, qu'on découvre le plus l'utilité de son utilité, qu'on est plus impliqué dans les urgences, dans le rôle au bloc opératoire. Et bien, dites-vous qu'en interne, c'est encore plus décuplé. Donc, c'est assez fou. Et moi encore, je découvre des choses quotidiennement sur mon métier qui sont assez fabuleuses. C'est une recherche privilégiée de la femme de la puberté à la ménopause et au-delà. Même en dessous, hein, vraiment, c'est c'est une société qui s'appelle la médecine de la femme. Donc, vraiment, quand on fait la société de la femme de A à Z. C'est une recherche qui est globale et complète. Donc, il y a des urgences, de l'imagerie, de la chirurgie, de l'hospitalisation, du suivi, de la PMA. Vraiment, c'est gargantuesque au niveau de la recherche. On a ce côté assez positif de prendre nos patients au début et de pouvoir les suivre jusqu'au camp continu, ce qui est une spécificité assez riche de notre métier. Et beaucoup de potentiel d'évolution à court et à long terme. Vraiment, c'est inouï, le terme de comment on peut évoluer dans le métier, mais jamais fixé et on s'ennuie jamais. Donc, c'est une variabilité qui est extraordinaire avec de la recherche qui est passionnante. Vous allez voir que malheureusement, la recherche pour la femme n'a pas intéressé beaucoup les chercheurs avant très récemment. Donc, il y a beaucoup de choses à faire et la recherche est passionnante sur ce sujet-là. On a une évolution de prise des indépendances qui est très rapide, avec une courbe de croissance de la connaissance qui est assez élevée. Et enfin, un service médical rendu exceptionnel et gratifiant. On va vous l'expliquer après. Au niveau des modes d'exercice, c'est énorme et extrêmement varié, avec de plus en plus cette activité euh, qui jongle entre la clinique et l'hôpital. C'était le mix qu'on appelle, de plus en plus promu et évolue. L'hospital universitaire, pour les gens un peu comme moi qui aiment la folie de faire de la recherche et qui aiment bien perdre du temps, enfin, qui aiment bien prendre le temps de bien comprendre la spécialité et de faire avancer la recherche. Hospitalier avec nos praticiens hospitaliers préférés qui ont des avantages certains de cet exercice. Par exemple, 9 semaines de vacances et des avantages de sa nature qui sont impressionnants. L'activité privée en hôpital public qui est peu connue mais qui existe de plus en plus pour les PH. L'activité privée en clinique qui est libérale, qui a un temps assez conséquent, vu que 60% à 65% des internes de gynéco partent dans le privé ou dans le libéral. On pourra en reparler en question si vous voulez. Euh, c'est des spécialités continues, on peut composer. Alors quand je dis à composer, c'est qu'en fait on peut faire plusieurs choses en même temps. Moi je me dirige plutôt vers la chirurgie gynécologique en oncochirurgie, mais j'aime aussi la chirurgie fonctionnelle. L'obstétrique, ça sera toujours, j'aimerais toujours faire des gars, qu'en fait on compose un peu. Mais les grands pans, vous avez, il y a 5 grands pans de gynécologie. La chirurgie gynécologique qui se divise en quatre équipes différentes. L'oncochirurgie, la chirurgie fonctionnelle, avec la cure de prolapsus, par exemple. Bénigne avec les hystérectomies pour utérus polymamateux. Et l'endométriose, qui est une chirurgie à part entière, qui est une chirurgie complexe
qui se fait dans ces centres de référence. La procréation médicalement assistée, l'orthogénie qui concerne tout ce qui est l'étude de l'IVG, de la grossesse et de tout ce qu'il y a autour donc c'est une part entière qui existe dans certains centres, qui sont utilisés dans certains centres, par exemple, Port-Royal à Paris, par exemple. Diagnostic anténatal avec tout ce qui est l'échographie, ce royaume de l'échographie qui est aussi dense que vaste. Et enfin, l'obstétrique, présente plus. Je laisse à toi, Agathe, le soin de présenter notre maquette magnifique en 6 ans. Merci. Tu me diras si le son est bon. Parfait. Bon, du coup, quand on aime, on ne compte pas. Et donc, quand on aime la gynéco, on continue un petit peu les études. Et il faut savoir que l'internat, mais comme la plupart des internats de chirurgie, même si on est une spécialité médico-chirurgicale, est sur 6 ans, donc 12 semestres. 12 semestres qui se décomposent en 3 étapes. La première étape, celle qui vous attend, c'est la phase socle. Et globalement, alors à part quelques qui font différemment, mais globalement, c'est un semestre au CHU et un semestre en périphérie, dans un sens ou dans l'autre. Et donc ça, c'est 1 an. Ensuite, on a une phase d'approfondissement qui dure 3 ans, donc qui fait en tout 4. Et là, dans cette phase d'approfondissement de 3 ans, on a la possibilité du coup de faire des semestres qu'on appelle hors filière, ou en tout cas des semestres en chirurgie autres que gynécologie, et un semestre également libre, et 3 autres semestres de gynécologie obstétrique. Et enfin, la dernière phase, donc la phase de consolidation, qui est la phase finalement du docteur junior. Et là, il faut avoir sa thèse pour passer dans cette phase de consolidation, où c'est 2 stages cette fois d'1 an, donc c'est plus par 6 mois, c'est par 1 an, et on les fait en gynécologie obstétrique. Et dans tous ces stages-là, donc il peut se glisser des interchus, peut aussi se glisser des masters 2 ou qui s'interféreraient dans ces années-là. Et même aussi des semestres en surnuméraire, en surnombre, mais bon, ça, c'est des choses que vous verrez au besoin plus tard. Mais globalement, voilà, c'est 6 ans avec une phase socle d'1 an, 3 ans d'approfondissement et 2 ans de docteur junior. C'est depuis récemment qu'on a ce docteur junior là. Il est très différent selon les villes. C'est pour ça qu'on vous demande vraiment, faut se renseigner. Hein. Ce docteur junior que va vivre Agathe à Toulouse est totalement différent de celui que je vais pouvoir vivre à Paris. C'est un statut un peu bâtard où on a une position à la fois de chef et d'interne. Mais c'est foncièrement 6 ans, ce n'est pas trop, parce que c'est une spé qui est très vaste et qui demande qui est très exigeante au final. Tout à fait. Et sur le statut de docteur junior, en tout cas à Toulouse, mais je pense que ça va venir aussi dans les autres villes, parce que comme c'est récent, ça se met en place et ça s'adapte au fur et à mesure. Mais globalement, les retours, moi, que j'ai à Toulouse, c'est que ça a permis de donner une place quand même, notamment en chirurgie, avec des blocs opératoires au nom des docteurs juniors, mais avec une seniorisation, euh, enfin, en tout cas une responsabilité diluée. Alors après, ça va aussi avec une responsabilité renforcée sur d'autres sujets. Mais ça faisait une transition intéressante, mais avec quand même enfin voilà, des responsabilités plus importantes et un salaire et des vacances qui restent les mêmes que ceux des internes. Exactement. Ah mince. Ah c'est bon. Bon, on n'a pas de... Donc, on a 3 FSC dans notre spécialité qui sont l'oncologie médicale, la phétopathologie, la PMA. La FSC, c'est assez contraignant, faut y penser assez tôt, parce que ça prend 1 an de votre vie, hein, c'est 2 stages complets, pour faire de la PMA, de la phétopathologie, de l'oncologie médicale. Donc, c'est à réfléchir bien en amont, c'est à en parler avec son coordinateur, c'est signaler assez tôt, ça se prépare, ça peut spécifier, genre ça peut se faire intéresser par l'oncologie médicale à tout qui voulait être des chirurgiens oncologues qui voulaient aussi pouvoir comprendre un peu ce que vous prescrivez, c'est très intéressant. La phytopathologie, c'est un peu le pan de l'administration, c'est tout ce qui va être des diagnostics anténatales, et la PMA, on ne la présente pas. Il y a une petite sauvegarde de la gynécologie médicale, mais de plus en plus, ils comprennent que les gynécologues obstétriciens sont importants en PMA, parce qu'en fait, finalement, un gynécologue obstétricien peut opérer une complication de PMA. Comme vous l'avez peut-être déjà vu en stage, la PMA peut opérer lors des stimulations, des symptômes d'hyperstimulation ou d'hémorragie post-ponction. Et effectivement, les gynécologues ne sont pas habilités à opérer, vu qu'ils n'ont pas l'habilitation opératoire, et c'est les gynécologues qui opèrent. Finalement, on a cette place en PMA, il faut la prendre, ça vous intéresse, il y a cette place-là qui existe, et vraiment, c'est une FSC qui est ultra intéressante. Et si ça vous intéresse, on aura plein de gens à qui vous présenter, qui pourront vous parler de ce parcours phénoménal qu'est la PMA.
Les DU et M2, il y en a tellement plein. Moi, j'en suis à 6. J'aime beaucoup les DU. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Il faut comprendre qu'un DU, c'est travail en plus dans l'année. Bon, moi, j'aime bien travailler et je suis un peu dérangé sur ce moment-là, mais j'aime bien les DU. C'est des capacités en plus qui vous donnent des connaissances en plus. Ils sont extrêmement variés. Il y en a des dizaines et des dizaines. Moi, j'ai fait celui de l'histoire de la médecine, par exemple, par pur intérêt scientifique. Mais il y a aussi tout ce qui va être colposcopie, échographie, chirurgie robotique, les DU de pathologie maternelle, de MTO. C'est infini. Ce que je vous conseille, c'est de pas en faire par la FASOC, parce qu'à la FASOC, vous devez juste apprendre qui vous êtes et votre métier. Et à partir de deuxième année, moi, je suis plutôt favorable parce que c'est que des choses qui sont du savoir en plus qui peut être intéressant. À savoir qu'un DU, c'est payant. Donc, ça a un coût à la fois en temps et en temps en argent. Il y a des DU qui sont pas dans votre faculté, qu'il faut faire dans d'autres facultés, qu'il faut payer des droits d'inscription également pour être dans d'autres facultés. Donc, ça se réfléchit, ça se pense. Moi, j'en ai fait beaucoup parce que dans la faculté, il y a un peu un truc un peu foufou, c'est que au bout du deuxième, le premier DU, on le payait pour, le deuxième, on le payait 50%, et le troisième, on le payait des offert. Donc, si on prenait 3 DU, on avait un offert. C'était pas forcément à refaire, mais c'est des choses comme ça qui permettent un peu d'économiser sur les DU. Et les L2, c'est assez vaste. Nous, on a la chance d'avoir beaucoup de DU, enfin, mais en gynéco, c'est assez un terrain de santé publique ou de sciences chirurgicales. Mais il y a aussi des M2 de biologie qui sont assez intenses. Bon, alors, c'est possible de le faire pendant son internat, donc en continuant ses stages. Mais souvent, le M2, c'est un peu l'opportunité de prendre une année de pause dans un internat qui est difficile et long. Sachant que derrière les 6 ans, il y a aussi des années de clinica ou assistana. Donc, à savoir juste pour un point pour le docteur junior en fonction. Avec le docteur junior, maintenant, on n'a plus qu'à faire une série d'assistanat pour pouvoir prétendre au secteur 2, donc au secteur libéral ou privé, avec les dépassements d'honoraires. Euh, donc, au niveau donc, ces mots de CM2, c'était un peu la pause avant de ce long chemin. Pour vous donner un exemple, beaucoup de mes amis font ce M2 et profitent d'avoir plus de temps pour partir en voyage un peu plus duré. Donc, c'est un peu cette pause à laquelle existe. Il y a la disponibilité aussi qui existe pour après, dans la disponibilité, c'est pouvoir prendre entre 6 mois à 2 ans de pause dans son internat, faire ce qu'on veut, d'avoir des enfants, à juste voyager, faire le tour du monde. Donc, c'est des choses, en fait, ça se travaille en amont et le M2 permet d'avoir parfois des postes de chef de clinique. Et de plus en plus, ces postes sont délaissés, donc c'est de moins en moins le cas. Vous voyez le M2 plutôt comme une pause et aussi de faire un peu de recherche, d'approfondir un sujet de thèse ou un sujet qui vous intéresse beaucoup. Pour vous dire un exemple, j'ai un dynamique qui part faire un M2 sur de la sociologie gynéco. Peut y avoir j'ai notre ami qui fait la sexologie en M2. Donc c'est assez vaste. Donc voilà, il y a une pluralité et finalement c'est ça ce qui rend un peu notre internat dense et intéressant, cette existence de ces DU et ces M2 possible. Pour juste compléter, je sais pas trop si vous voyez comment ça peut s'intégrer, mais en fait, un DU, ça se fait pendant vos semestres. Enfin, globalement, la plupart, en tout cas, ce sera certaines journées qui seront banalisées pour les DU. Il y a des choses qui sont en distanciel, des choses en présentiel. Et il y a aussi, selon les villes, des DU qui sont obligatoires. Donc, bon, enfin, c'est pas que c'est obligatoire, mais c'est fortement conseillé. Notamment des DU qui, enfin, comme, je sais pas, manœuvres et techniques obstétricales ou des choses, parfois dans certaines villes, en tout cas, c'est fortement conseillé de les faire, même s'ils sont payants. Et ça s'intègre, voilà, dans le semestre avec parfois aussi un examen pratique en fin de semestre, par exemple le DU d'échographie ou d'autres DU. Et d'ailleurs, bon, c'est un peu anecdotique, mais en gynéco-obstétrique, on a aussi des examens chaque année qui sont avec un programme et avec qui se valident sous forme QCM. Tu as raison de le signaler. Alors, on se bat quotidiennement pour enlever ces DU obligatoires parce que on veut pas que la formation soit payante. C'est quelque chose qui nous répugne un peu à la gauche. Donc, il y a des villes qui imposent un peu ces DU de MTO qui, finalement, MTO qui est d'échographie, mais sachez que c'est pas obligatoire pour exercer votre profession et qu'on se bat tous les jours pour empêcher les coordinateurs de les imposer parce que tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Tout le monde n'a pas les moyens de payer 1 000 € en DU en début d'année, surtout dans l'internat. Donc, on essaie au maximum, nous, à la GOF, quand t'es après, de vous proposer des formations annexes qui permettent aussi de se former en échographie ou en MTO, par exemple. Mais effectivement, voilà, c'est certaines villes où c'est très, très recommandé, voire obligatoire, de faire ces DU parce qu'ils sont souvent dirigés par le BU en fonction ou le coordinateur et que c'est un peu difficile au directement à son coordinateur. Pour le rythme de vie, je te laisse en parler un petit peu, Agathe, du rythme de vie que tu as découvert cette année.
Bon, alors du coup, justement, c'est avec un recul encore assez jeune, donc je te laisserai me compléter. Moi, j'avais eu la chance de faire, pas mal de stages en gynéco-obstétrique, donc je voyais un peu à quoi m'attendre en ayant discuté avec les internes, mais c'est toujours un peu différent de le voir et de le savoir et de le vivre. Hem, le message, global, c'est que de toute façon, effectivement, que c'est prenant. Enfin, dans les chiffres, c'est autour de 70 heures en moyenne par semaine. Alors après, avec des semaines, qui explose ce chiffre-là et des semaines aussi moins intenses. Et pareil, ça sera variable en fonction des semestres. Par exemple, je pense, nous, on a un semestre d'échographie, où ça va plus être des rythmes vraiment de consultation par rapport à d'autres semestres où il y a plus de services, plus d'urgence. Euh, mais voilà, donc, globalement, c'est prenant en quantité horaire, mais aussi je pense, en énergie. Après, ça ressource aussi beaucoup en énergie, hein. Ça, on donne, on prend. Mais globalement, on commence assez tôt aussi parce que ça reste de la médico-chir. Alors, moi, pour l'instant, j'ai commencé tout le temps à 8 heures, hein, sur mes 2 semestres. Et on a un horaire de début de journée avec un staff ou un bloc qui commence, autant il n'y a pas forcément d'horaire de fin de journée, ou alors ce sera, les RCP, les réunions, autour de la cancéro, par exemple, qui peuvent rythmer les fins de journée. Et il y a aussi les gardes. Donc ça, c'est enfin, sur le rythme de vie, les gardes, en périphérie, nous, en tout cas à Toulouse, on a plutôt une par semaine, mais qui sont potentiellement moins intenses que quand on est, en centrale au CHU. Et effectivement, la moyenne, ce serait plutôt, 5 à 6, par mois, avec, en tout cas, sur la France, globalement, les repos de garde sont respectés. En tout cas, c'est la loi, mais globalement, en gynéco-obstétrique, on est plutôt bon sur les repos de garde. Là, on est moins bon je crois que c'est sur les repos compensateurs. Oui. Quand on fait des gardes tu as pas forcément le repos, les semaines ensuite, en gynéco-obstétrique. Et on a quand même la chance d'avoir une relève en gynéco-obstétrique. Ça veut dire qu'il y a tout le temps des gens de garde, c'est pas forcément des astrapes, enfin, pour la plupart, en tout cas, des endroits, notamment à cause des césariennes, et des urgences vitales. Et donc, globalement, même si on finit tard, il y a toujours une relève dans les services pour prendre la relève, des urgences. Là où moi je trouvais que c'était prenant, c'était, la responsabilité qui change entre, l'externat et l'internat, mais c'est quelque chose qu'il y a dans toutes les spécialités. Mais, globalement, peut-être la petite particularité de la gynéco, c'est que, c'est sur la partie obstétrique, c'est qu'il y a aussi toujours une petite deuxième vie en jeu. J'ai trouvé, personnellement, que voilà, que c'était quelque chose, à prendre en compte, hein, que la responsabilité, mais la responsabilité, elle vient progressivement. Mais le rythme de vie au début, il y a cette charge mentale qui, en plus du taux horaire, fait qu'on peut être fatigué plus et qu'on prend plus nos marques un peu au fil des mois, sur le début de l'internat. Mais bon, j'ai l'impression j'ai l'impression que l'équilibre finit par se trouver aussi, entre, le sport, les amis et la famille, avec quand même, de toute façon, des gardes, des week-ends, à l'hôpital. Alors, tu as totalement, c'est un très bon recul sur une première année d'internat, pour un gars. Effectivement, genre, ça s'équilibre près parce qu'en fait, il va y avoir des stages, après, on va avoir des stages de chirurgie où les gardes sont plutôt plus calmes que les gardes obstétriques. Il faut comprendre qu'on a un peu une difficulté, c'est qu'effectivement, la vie du petit bébé est dépendante. Donc, en fait, un code rouge, c'est un code rouge. Vous allez découvrir quand on passe en chirurgie, par exemple, quand on passe dans ces stades de chirurgie digestive qui sont des chirurgies autres, l'urgence, elle est beaucoup moins rapide. Il faut que l'anesthésie voit le patient, il faut qu'il ait technique, et après on opère. Il y a toujours un peu de laxité, un peu de temps. Donc finalement, en fait, ça s'équilibre un petit peu entre des stages difficiles, des stages un peu plus légers, des stages où il y a moins de garde, des stages où il y a plus de garde. Typiquement, moi, je suis en centre de lutte pour le cancer, j'ai aucune garde. Du coup, j'ai moins d'argent, mais je redécouvre le principe du week-end. Ce qui est cool. C'était vraiment, genre, c'est un truc que j'avais oublié de dire, ah, j'ai encore mon week-end. Donc en fait, ça s'équilibre beaucoup. Comme tu l'as dit, on a une relève. Donc en fait, nos journées, elles finissent à 18 heures. À 18 heures, c'est fini. C'est la relève qui prend la relève. Alors que vos copains qui choisiront gastro ou neuro, à 18 heures, c'est le début des CRH qui finissent à 20h, 21h. C'est notre Ouais. spécificité, on a ce côté, en fait, d'avoir des temps fixes. C'est une spécialité où si vous avez le repos de garde, en plus, il est respecté dans ces cas-là, c'est super parce qu'en fait, en repos de garde, on a la journée pour nous si on n'aime pas trop dormir ou qu'on a une garde plutôt calme. Donc finalement, en fait, ça s'équilibre vachement. On arrive très bien à trouver le temps de faire du sport, d'avoir des copains, d'avoir une couple, même d'avoir une petite famille. Hein. J'ai des co-internes sont d'heureux papas ou mamans sans aucun souci. En fait, c'est juste qu'on devient des super organisés et qu'on fait par contre, quand on fait un truc cool, on le fait vraiment bien. Vos potes vont vous adorer parce que vous allez savoir bien gérer le temps. En fait, finalement, moi, quand j'ai un week-end de dispo, il est carré, nickel.
Vous allez kiffer avoir du temps de qualité. En fait, finalement, genre, c'est l'organisation, c'est la création, mais effectivement, ça prend pas mal de temps. C'est une société qui, là, typiquement, devait présenter avec Chloé, qui est une membre de l'asso, qui, là, en fait, à force de travail, a fait une grosse migraine. On ne verra pas ce soir. Donc, effectivement, on peut pas me mentir, hein. C'est une société prenante. Mais après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après l'internat qui est prenant, l'exercice en tant que chef, il est totalement différent. Il peut être beaucoup plus léger, beaucoup plus moins rythmé. Voilà, ça va du chef de clinique qui fait sa thèse de sciences en même temps, qui travaille 6 jours sur 7, à au mec qui m'a appris la colposcopie, qui travaille 3 jours par semaine, 2 jours de consultation, un jour au bloc, 15 000 mètres. Voilà, c'est des trucs comme ça. Donc, en fait, il y a une variabilité de notre exercice. L'internat est difficile parce que il y a beaucoup de gens, il y a peu de praticiens. Mais en fait, au final, après, l'exercice, il est beaucoup plus léger et on peut avoir une vie en forme vraiment assez rêvée. Donc ça, c'est vraiment pour me dire, voilà, l'internat est difficile, mais on arrive quand même à avoir du temps pour soi, du temps pour faire des choses à côté et l'équilibre se fait très bien. Vous voyez, moi, j'arrive à faire 1000 DU, à faire encore plein de trucs. J'ai fait aussi du syndical, je vais en parler après. Ma petite laïus sur le syndicat, sur la défense du droit. Ça sera à la fin. Agathe l'a déjà eu au Génigo. Que redite, que redite. Après, Donc, quand même, pour contrebalancer, je pense quand même aussi qu'il y a une sélection en gynécologie obstétrique de personnes qui sont, alors je ne veux pas dire hyperactives, pas au sens médical, mais en tout cas de la recherche aussi un petit peu d'adrénaline ou de la gestion, voilà, de l'organisation. Ça peut, moi je connais quand même des gens pour qui le premier, le deuxième semestre est aussi compliqué à vivre et ça peut après s'équilibrer sur la suite. Ça, on n'est pas obligé de faire 1000 choses. Enfin, moi, j'adore faire 1000 choses aussi, comme chez Gabrielle. J'adore m'engager également, avoir des projets à côté, des assos, faire de la sensibilité à l'activité, enfin, pour la vie sexuelle, etc. Mais il y a aussi des internes qui sont plus calmes que ça, qui aiment profiter de leur week-end quand ils en ont entre les gardes. Et pour qui, et pareil aussi, ça c'est vrai que par rapport à ce que Michel Gabriel a dit, ce sera aussi interne dépendant vos horaires. C'est pas que stage dépendant. C'est quand on dit il y a la garde à 18h, il faut aussi se mettre dans cette idée qu'il y a la garde à 18h. Je sais que nous, entre co-internes, il y a des différences entre, moi, par exemple, je suis restée déjà plusieurs fois pour finir mes CRH parce que je voulais que mon travail soit fini, etc. Alors qu'en réalité, je pouvais m'organiser aussi différemment. Il y avait effectivement une relève, que j'avais pas forcément besoin d'être sur place. Mais voilà, ce sera aussi dépendant un peu de vos personnalités, de vos envies, rythme. c'est vrai. C'est interdépendant et c'est totalement vrai. Donc, au final, conclusion, épanouissement garanti, spécialité polyvalente, interaction médecin-patient maximale et possibilité d'installation large et variable au cours de la carrière, c'est assez large. Je fais un petit avis sur la dernière fois, en fait, il faut comprendre que la spécialité aussi, on travaille beaucoup avec les sages-femmes, qui est une profession médicale. C'est extrêmement important. Vous allez voir, on va beaucoup vous dire en début de stage, je les écoute pas, ces sages-femmes, elles font chier. C'est des professionnels de santé qui sont au-dessus de vous au niveau hiérarchique, qu'elles sont titulaires et vous êtes étudiants. Donc, foncièrement, en fait, faut jamais oublier que c'est des collègues de travail ultra importants, qu'elles sont vraiment là pour les patientes et qu'en fait, il faut toujours travailler de concours avec elles. C'est la spécificité un peu nous. Alors, bien évidemment, le paramédical, je ne le néglige pas. Mais c'est c'est un peu l'idée de cette profession où on partage le terrain avec une autre profession médicale qui a les mêmes études, les mêmes parcours que nous sur le côté. Donc, c'est important de bien le mettre de pas le négliger. Et vous allez voir très vite que, il faut s'entendre avec nos collègues et avancer ensemble parce que c'est comme ça qu'on fait le meilleur choix possible. Il ne faut pas oublier cette spécificité-là de l'obstétrique, de la gynécologie obstétrique. Très vite la GOF, je prends vite fait un peu la GOF, c'est un peu qui on est. Donc, Agathe, je le sais pas encore, mais elle est la future de la GOF que vous avez tout lentement. Elle est, voilà, c'est comme ça que j'annonce qu'elle est drivée dans notre bureau. Elle sera élue bientôt. Du coup, moi, je suis vice-président, donc je suis le bras droit de Radostina Vasileva, qui est notre présidente vénérée, extraordinaire Radostina, qui est docteur junior actuellement, qui est une brillante chirurgienne et une riche amie. Donc, je présente l'AGOF en son nom, c'est-à-dire qui a été fait par notre Lora nationale. Donc, l'AGOF, c'est quoi? C'est l'association nationale, c'est l'unique qui vend des gynécos, c'est en formation. Ça fait 25 ans qu'on existe. Enfin, maintenant, on peut dire bientôt 30 ans. On va faire la fête bientôt pour les 30 ans. On va organiser une petite sauterie où tous les gynécos seront invités, bien évidemment. On les prend dans toutes les villes de France. On a un site internet qui est bien achalandé par notre Lora nationale. Et on est tous des internes bénévoles. Et oui, on ne gagne aucun argent à faire des formations ou défendre vous, petit interne, mais on le fait avec grand plaisir parce qu'on rencontre des gens merveilleux
que c'est des rencontres trop bien et que c'est du savoir-faire extrêmement important. On est lié au CNGOF, qui est le Collège national des gynéco-obstétriciens français, qui est dirigé par le professeur Rosenberg, notre grand ami. Vous êtes beaucoup cette année. Nous, notre but principal, c'est la formation. Vraiment, on n'aime pas trop gagner de l'argent. Nous, le but, c'est, si on a de l'argent, c'est pour la formation. La formation, la formation, la formation. Et on représente des internes au niveau européen, mondial, ce que je fais allègrement au niveau européen à la TOG et à la TOG. Mais aussi également, on a un rôle de consultation au niveau des réformes de l'internat et du respect des droits des internes. Et ça, j'en parle à la fin parce que j'ai une double casquette que je révélerai à la fin, comme d'habitude, fourbe que je suis. Donc là, c'est pas un peu de l'INTOG. Donc, si vous êtes intéressé par l'Europe et aller voir des gens, mais comment ça se passe en Europe différemment. Moi, je l'ai fait 2 fois. Je l'ai fait en Allemagne et en Angleterre. C'est voir un peu comment ils font la gynécologie obstétrique. C'est ultra intéressant de voir comment font nos voisins, de rencontrer nos voisins pour voir un petit peu ce qu'ils font de mieux. Et bon Dieu, ce que j'ai pu apprendre. Si vous voulez lire le futur Cordon Rouge, qui est le journal fait à la gauche, il y a un article que j'ai fait sur l'échange que j'ai fait en Allemagne. Donc, n'est pas si ça vous intéresse. Et si ça vous intéresse de présenter les gynécos au niveau B1, n'hésitez pas aussi à me demander. Je cherche un remplaçant parce que j'ai la bêtise de partir 2 ans à Los Angeles faire mon M2 et mon PhD. Et oui, voilà, c'est possible aussi de faire des choses un peu folles comme partir à l'étranger au bout du monde. On pourra en parler après. On est présent partout au niveau réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram, X, X, ouais. Et YouTube. Vraiment, genre, faut nous ajouter, inviter le compte Instagram, vous serez au courant de toutes les nouveautés. Au niveau formation, on est plein d'informations de plus en plus, on en fait de plus en plus. C'est des masterclass d'échographie, des journées d'anatomie de chirurgie robotique avec nos copains de la chirurgie et de l'urologie. On fait les Janigo qui seront là le 17 octobre, qui sont le week-end de rentrée de tous les néo-internes de gynécologie qui se respectent. J'ai laissé Agathe faire son retour des Janigo qu'elle a pu vivre l'année dernière. Mais c'est une journée extrêmement importante. C'est une journée qu'on a fait pour vous. Et cette année, il y a une nouveauté particulière, c'est qu'on a mêlé cette journée aussi à une journée pour les plus vieux. On fait venir des DJ pour les former également. Et le soir, tout le monde se rencontre le soir pour discuter un petit peu entre jeunes qui entrent, tout frais, tout beau, et vieux qui sortent, tout fripés, tout fatigués, mais heureux de transmettre au maximum le savoir. On a des événements donc conviés, on va à Gym Caraïbes, c'était vous d'aller à Gym Caraïbes. On est présent sur Paris Santé Femmes, on a plein d'ateliers. Il y a une présence vraiment réelle et reconnue. On pense aussi à Infogine. On fait aussi des ateliers de sexologie. On fait des ateliers de... Donc vraiment, c'est pléthore. Et on ne fait que créer. On adore créer plein d'ateliers. Je vais laisser juste... on va juste signer... Non, on va pas faire. Donc juste, je vais me permettre de demander à Agathe son ressenti sur les jeunes Lego parce qu'elle les a vécus récemment. Moi, je suis totalement biaisé parce que c'est mon bébé et que genre j'adore cet événement-là, mais effectivement, je préfère que ce soit quelqu'un d'autre qui le présente que moi qui l'adore. Bon, du coup, pour les Janigo, donc vous l'avez compris, c'est la journée d'accueil nationale des néonates-internes. Il y a énormément, vraiment, d'avantages à garder cette date dans son agenda, à y aller, ne serait-ce que pour diminuer son stress à la rentrée et rencontrer ses co-internes, mais aussi ses co-internes de d'autres villes, et partager du coup la rentrée ensemble. Et ensuite, pour avoir des bases théoriques sur des sujets qu'on n'aborde pas forcément en fait aux ECN. Alors des bases théoriques, par des bases pratiques sur des choses qu'on n'a pas vues aux ECN et qui peuvent qui peuvent nous sauver sur les premiers mois d'internat. Et puis après, on oublie complètement que ça nous semble complètement intégré, alors qu'en fait, c'était vraiment quelque chose qu'on découvrait les jours J. Je pense que c'est ça. Là, enfin, moi, en tout cas, ce que j'avais vécu sur ces journées-là, c'était de pouvoir y aller avec mes co-internes que je connaissais pas, d'avoir retrouvé d'autres copains que je connaissais, enfin, du coup, en gynéco-obstétrique dans d'autres villes, et donc d'avoir pu partager cette rentrée ensemble, ça m'a détendue sur la rentrée. Et j'ai appris des choses, beaucoup de choses, et qui sont même, enfin, qui sont en fait que des prétextes pour échanger ensemble et apprendre. Je ne peux que recommander en tout cas votre participation à cet événement. Voilà, donc c'est le 17 octobre, le week-end 17 octobre à Paris, ce sera sûrement à l'hôpital Necker. On est en train de négocier des salles et des événements. Il y aura plein de cadeaux et d'événements et de petites fêtes. Vous rencontrez votre promotion. Donc, on fait voilà, créer l'esprit promo. Et c'est très chouette. Et en plus, il y a à manger. Et quand il y a à manger, c'est toujours
Hop là. Ok. Donc, on a un site internet qui est super bien. Il faut adhérer pour bien y accéder. Il y a plein de choses d'enseignement, plein de choses sur la thèse, mémoire. N'hésitez pas à venir. On a un podcast de Zinzin qui est géré par Laura et Océane, sa présidente, qui parle de gynécologie. On est ultra suivi, c'est trop stylé. Donc le micro des gynécos. Donc n'hésitez pas à aller podcaster ça, ça va prendre plein de choses. C'est super chouette. On a un semestre qui s'appelle Cordon Rouge, 2 numéros par an. Vraiment, genre, n'hésitez pas à le regarder, le feuilleter. Il sera, c'est ultra, il y a plein d'articles intéressants. On fait essayer au maximum de faire plein de choses intéressantes. Et là, on a fait, par exemple, le dernier qui est sorti en date. Il y a le docteur Bodzigeva, qui est une des grandes spécialistes du conservatoire, qui fait une interview sur le borderline. C'est riche en formation et en texte. On a une plateforme aussi également. Frédéric Lichtenstein, qui est l'ancien président, est un génie. On a la chance d'avoir un génie comme ancien président qui a créé cette plateforme de vidéos qui permet de diffuser les événements de la GOF, de faire des questions, des explications professionnelles, avec des exercices de simulation qui sont techniquement sur votre téléphone portable. Ça vous parlez de l'application et votre téléphone portable devient une sonde d'échographie. C'est assez fou. C'est inouï. Je n'ai jamais vu ça nulle part ailleurs et pourtant, j'ai été longtemps au syndicat national où je voyais beaucoup de spécialités. Et en termes d'innovation sur ce côté-là, c'est méga intéressant. On a aussi une application avec Pulse Life qui permet de vous avez pas mal de RCP, de croissants, vous pouvez faire ce qu'on appelle un passeport du chirurgien. Vous mettez vos actes et les choses que vous avez faites. Qui permet après de voir un overview de ce que vous avez pu faire dans votre année. Donc, c'est assez dense en application pour un peu la feuilleter si ça vous intéresse. Donc, cette web série, encore une fois, voilà, cette possibilité de faire PC Startup comme sonde, vraiment utiliser, profiter de cette innovation-là qui est assez incroyable. Vraiment, on est fiers de la présenter. Il va y avoir d'autres épisodes. On est beaucoup lié avec le Vietnam. Donc vraiment, c'est des choses qu'on vous propose. La formation, toujours la formation. Vous pourrez retrouver par chez nous gratuitement. Bon, ça faut adhérer, mais beaucoup moins cher qu'un abonnement KDU. Genre, c'est un bon complément. Ça permet un peu de vous entraîner quand vous voulez. Il y a aussi des tutoriels par VR. Donc, on va mettre encore une fois notre génie président Frédéric Lichtenstein. Donc, en fait, il y a des vidéos en VR où des spécialistes de la profession ont mis des caméras sur le front et ont filmé parfois même des gestes chirurgicaux. Ça va arriver très vite. Donc, on a les barrières obstétricales, on a aussi tout ce qui est les traitements de l'hémorragie du postpartum avec les ligatures. Vraiment, des choses trop bien, accessibles de chez vous. Et encore une fois, si vous venez au Génigo, il y a peut-être un cadeau qui voudra avoir la VR en fonction, mais je n'en dis pas plus. Donc ça, c'est vraiment, genre, on vous donnera ce diapositive sera disponible à télécharger. Donc vous pouvez revoir ces différents accès pour voir la VR. Revinax qui a fait ce module-là. Vous allez voir, c'est assez fantastique. Aussi, on a une interne incroyable qui a fait une application qui s'appelle Obstetrix, avec plein de choses accessibles pour bien comprendre les différentes manœuvres, des vidéos sur le mannequin, des schémas. C'est super important de le regarder avant le premier ou deux jours d'internat parce qu'il y a des choses qui sont parlées sur la dysfonction des épaules, sur les jumeaux, donc c'est vraiment ultra intéressant, accessible mobile, donc n'hésitez pas à le flasher et à le télécharger. Donc c'est fini pour tout ce qui est un peu ce qu'est la GOF. Voilà, formation au maximum. On recrute continuellement parce qu'on a plus on est de force vive pour faire de nouveaux projets. Et surtout, une chose, venez déjà le 17 et on va bientôt mettre le lien d'inscription. Inscrivez-vous, motivez vos copains de promo, venez en promo à Paris nous rejoindre. La dernière fois, Toulouse, vous étiez venu en promo à Toulouse la dernière fois. Vous étiez venu On était 5 sur 7. 5 sur 7, c'est trop beau. Trop bien à Toulouse en plus, c'est une super ville. Voilà. Donc, voilà pour nous. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Est-ce que tu veux que je fasse quelque chose, Agathe, avant que tu fasses le mot de la fin sur la santé mentale? Ou est-ce que tu... Mais je pense que tu as bien résumé, mais en tout cas, moi, je me sens à l'endroit où j'avais envie d'être. Ça me plaît de faire participer à la santé des femmes. Et après, quand même, je rejoins tout ce qui a été dit, ça reste très prenant. Ça reste pour moi plus un choix de vie qu'un simple métier. Et je pense que
Voilà, je pense qu'on a le droit d'avoir aussi des moments de doute sur cette spécialité, mais il y a quantité de choses qui les font oublier et qui sont très, très, très épanouissantes. Et en fait, pour vous finir un peu, moi, j'ai une double casquette. Je suis aussi syndicaliste. Je suis au syndicat des internes des hôpitaux de Paris. J'étais avant au syndicat national. C'est une spécialité qui est magnifique. Moi, je suis heureux tous les jours. Je la même tout le temps. J'ai même des gardes dans le privé, des cycles parce que je suis malade et que j'ai besoin de me faire le mal. Euh, mais en fait, il y a un contre-coup qui est un peu fort, c'est que cette spécialité qui est très très forte au niveau émotion, contre la mort et la maladie, et parfois de manière très brutale. Donc, ce que je veux vous dire à la fin de ce talk, c'est que c'est des choses il faut jamais garder pour soi. Faut pas hésiter à débriefer les situations. Quand vous voyez une situation grave qui est difficile, ne pas en parler à votre chef. Et si votre chef est réticent, allez voir le chef de service, ou en parler à d'autres chefs par qui vous avez confiance, voire même à la gauche en nous sollicitant. On sera toujours là pour vous accueillir, pour vous reconseiller. Euh, c'est un métier difficile, astringent, exigeant, mais beau, et qui demande vraiment d'en parler. Même moi, je n'ai pas peur de dire que si vous avez besoin de voir un psychologue, moi, je suis suivi en thérapie et c'est très important pour moi d'avoir un bon équilibre. Ne pas en avoir honte. La santé mentale, c'est la chose la plus importante qui existe. Parce qu'un soignant mal en point, c'est un soignant qui ne soigne plus. Donc, en fait, tout le monde a bénéfice à prendre soin de vous. Bon, ne pas hésiter à prendre le temps de faire attention à vous, d'en parler, de débriefer. Et de profiter de ce métier qui est magnifique, mais qui demande aussi de prendre soin de nous. Parce que nos patientes attendent ça de nous à toute heure de la nuit. Donc, c'est ultra important de penser à ça. On va passer maintenant aux questions. J'ouvre un peu là, chez vous, au niveau des questions. La première question, c'est obligatoire la Sana ou le Clinica. Alors oui, c'est obligatoire de faire du coup un an de Sana ou des ans de Clinica. Non, c'est vraiment genre, c'est des compléments c'est des compléments assez importants. Alors, foncièrement, on pourrait directement faire directement. C'est pas obligatoire dans le sens que genre, si on a validé son DVS à la fin du docteur junior. Mais foncièrement, je connais rare des gens qui sont directement enchaînés parce que c'est vraiment dans ces années d'assistanat ou de docteur de chez les cliniques qu'on apprend vraiment le métier. Où on te laisse beaucoup plus opérer, on te laisse beaucoup faire les choses. Donc, en fait, finalement, c'est quasi obligatoire de faire ça en plus. Et pour avoir le statut du secteur 2, c'est un an d'assistanat plus le DJ, c'est bon. Mais encore une fois, voilà, c'est vraiment, actuellement, la chirurgie, ça prend vraiment dans l'assistanat. L'internat, on en peut en voir de moins en moins parce qu'en fait, justement, il y a tout les gages qui s'est créé où les jeunes chefs ont besoin d'opérer beaucoup. Parce qu'il y a, par rapport au cancer, il y a de moins en moins de personnes de cancérologie qui se fait. Alors, en fait, finalement, ça se décale la formation et ça finit un peu dans le clinica ou l'assistanat. La FSC de PMA, donc, on y revient, évidemment, on pourra te les fournir. Et pour l'instant, commence déjà la phase SOP. Et pas la phase SOP, on te donnera le temps que pour tu fasses sur la PMA. C'est un peu tôt de les contacter maintenant, avant même que tu aies commencé, que tu aies choisi ta gynécologie. Pour la question, quand est-ce que les néo-internes commencent à faire des gardes seuls en général? Je sais pas si la question c'était peut-être en obstétrique ou en salle de naissance, qui peut varier effectivement d'une ville à l'autre, l'autonomie interne en salle de naissance. Mais par contre, dès que tu es interne, tes gardes, tu les fais entre guillemets seul, mais toujours avec un senior PD. Toute garde sera seniorisée. Alors parfois le garde, le senior est d'astreinte, donc ça veut dire que c'est à toi de l'appeler quand on a le besoin. Nous, je sais que à Toulouse, c'est assez en escalier, notre autonomie en garde. On commence par les urgences gynécologiques, on voit les patients et on peut solliciter l'interne en phase d'approfondissement pour de temps en temps nous donner un coup de main. Et si on n'arrive pas à deux, solliciter le senior. Et ensuite, un peu plus tard dans notre internat, on est en salle de naissance, mais on n'y est pas dès la première année. Dans d'autres villes, on y est dès la première année en salle de naissance. Ça, c'est assez variable d'une ville à l'autre. Tu me compléteras, Michel Gabriel. Tu as raison, à Paris, il y a des salles où c'est directement le premier jour. Ouais. J'ai un pote, premier jour de sa bille interne, garde, niveau 3. Bam. Ça dépend vraiment des villes. C'est vraiment, il y a on va faire un lien avec les questions suivantes. Quelles sont les villes les plus orientées vers l'obstétrique? En fait, par exemple, si tu vas à Lyon, tu vas pas faire beaucoup de chirurgie en 6e semestre. Parce qu'il veut vraiment que c'est une formation dure en obstétrique, complète. Ce qui est bien, hein, parce que le but, c'est que quand tu sois chef, tu puisses te débrouiller. Mais en fait, finalement, chaque ville est orientée gynécologue. En fait, ça dépend des villes. Typiquement, prenons l'exemple c'était Poitiers.
où en fait, Poitiers demande très tôt ce que tu veux faire ou de la chirurgie obstétrique. Et là, en fait, tu rentres ton internat comme ça, en fait. C'est plus comme ça que tu vas l'orienter. Il n'y a pas des villes qui sont plus obstétriques, c'est plus des villes qui vont être plus telle instrument ou telle technique d'extraction. Mais au final, en fait, toutes les villes peuvent proposer les deux, sans aucun souci, sans aucun problème. Les cours nationaux ou régionaux, ça dépend vraiment de là où tu es. Je sais pas comment c'est fait à Toulouse, moi à Paris, c'est vraiment en ligne complet, tout est dématérialisé à fond la caisse. Pour Toulouse, je sais pas si vous êtes lié à d'autres villes hein, dans le sud de Chine. Toulouse, notre journée de DES, elle est avec Bordeaux, Limoges et La Réunion, par exemple. Mais les cours, et par exemple nos cours pratiques, parce qu'on a des cours pratiques quand on est interne de chirurgie, du coup on est avec les autres internes de chirurgie et c'est que à Toulouse pour le coup, et ça c'est en présentiel. Et après, j'ai les DES, enfin il y a des cours sur UNES pour l'ensemble, qui sont nationaux du coup pour le coup pour tous les internes de gynéco-obstétrique. Question des échanges internationaux. Donc ça, c'est pour donc il y a plusieurs, je vais te les voir en deux parties. Pour l'ENTOG, voilà, l'ENTOG, c'est 3 cadeaux exactement comme tu l'as dit. Et pour après, il y a possible de faire des interchus au niveau internationaux. Tu peux partir, moi, par exemple, je pars 2 ans à Los Angeles. On peut aussi faire des stages qui valident. On a l'un dans d'autres villes en Europe ou dans le monde. J'ai un pote qui a fait l'Angleterre, d'autres qui ont fait l'Italie. En fait, ça dépend de comment ton coordinateur le sent et comment tu construis ton échange. Ce serait pas vraiment en amont, mais ça peut être, voilà, ça peut être nous, les talks, c'est 3, 4 jours. Par contre, pour ce qui est des échanges, ça peut être 6 mois ou 2 ans comme moi parce que je suis malade. Et que la Californie, c'est quand même très simple. On va Ouais. stage libre en gynécologie médicale. Bah, Pardon, tu veux dire? oui, voilà, le principe du stage libre, théoriquement, c'est que sur un projet professionnel, tout est possible. Après, il y a des stages libres qui sont plus facilement logiques entre guillemets en gynéco-obstétrique. Et je crois que la gynécologie médicale en fait partie, en tout cas dans certaines villes de ma connaissance. Après, il faut parfois le justifier pour le demander. Les stages hors filière qui sont le plus classiquement, ça va être chirurgie digestive, urologie, mais ça c'est les stages de chirurgie. Après, il y a des stages libres un peu particuliers dans certains centres aussi. Je pense à des centres de santé sexuelle ou des choses comme ça qui peuvent se faire. Et vous pouvez faire n'importe quoi. Il y a un stage libre. Moi, je l'ai pas qu'on fait médecine interne. Pour vous Ouais. donner un exemple. En fait, c'est stage libre, c'est vraiment libre. C'est-à-dire que tu fais ce que tu veux. Si tu vas aller faire un stage de neurochir, tu peux le faire. Et j'en connais un qui a fait. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours pas compris. Mais tout est possible. C'est un stage libre qui est où en fait tu fais what you want to do. Ou c'est logique ou c'est logique. Et après, d'ailleurs, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé parce que ça nous étonnerait que ça vous arrive d'avoir envie de faire un droit au mort si vous avez choisi gynéco-obstétrique. Mais, Qu'est-ce que tu dis? mais ça peut aussi être utilisé pour ce genre de situation. En tout cas, parfois, il peut arriver, par exemple, que des internes existent entre gynécologie médicale, gynécologie obstétrique, ou des choses complètement plus opposées. Et ça se fait classiquement, normalement, enfin, la règle, c'est de le faire dans les 2 premières années de l'internat. Mais du coup, le stage libre peut aussi servir dans ce cas. Est-ce que c'est possible de faire un CEDAC NICA dans une autre division que celle de son internat? Absolument. Même beaucoup de gens le font parce que, par exemple, il y a des villes où il n'y a vraiment pas assez de place d'assistanat ou de NICA. Donc, faut partir. Donc, oui, c'est totalement possible. Niveau formation, bon, on a déjà répondu, cours national et présentiel, ça, c'est bon. Après, c'est aussi que c'est très dépendant des villes. Ça, il faut que vous demandiez quand vous vous intéressez à une ville, comment ça se passe la formation dans chaque ville. Il y a des villes qui ont leur journée de formation théorique systématique, d'autres non. Mais il y a des villes qui ont régulièrement des cours pratiques avec les autres internes de chirurgie. Des villes où il y a où il y a des villes où il y a des topos régulièrement à faire, ou des villes où on demande, bon ça c'est la majorité des villes, mais on demande parfois aux internes de faire un peu de biblio et de le présenter aux autres. Ouais, c'est très variant. Il y a des villes où c'est vraiment pas ouf la formation en ce moment, mais ça, on pourra en parler en off. Peut-on inscrire le DAM dans l'obstétrique? Absolument. C'est juste qu'en fait, comme se spécialise beaucoup, il y a par exemple, les pros du DAN, beaucoup de garde obstétrique, parce qu'ils font que de l'échographie de très haut niveau. Et par contre, c'est qu'on n'a plus le temps de faire de faire autant d'écho qu'on le veut. L'échographie, c'est assez, comment on dit, ingrat. Moi, j'ai passé mon diplôme d'échographie. Et là, je suis capable de faire une T2, une T3 complète, parce que genre, j'ai fait que de la chirurgie cancéro. Donc il faut vraiment, en fait, le DAN, tu l'inscris souvent, genre, les danistes font encore des gardes obstétriques.
Mais en fait, à final, normalement, si tu veux vraiment devenir un prodige, tu fais un peu un choix. Tu vas, au César, tu feras toujours un peu de T2, T3, toujours. Et du Dan, le vrai Dan, l'éco-ref. L'éco-ref, parfois, tu arriveras à un stade où tu relâches un peu le stick pour faire plus d'échographie. Donc, en fait, finalement, ça tend un petit peu. Pour moi, quand même, il faut vraiment avoir deux mondes différents parce que, genre, c'est le Dan véritable que je dis, c'est les gens qui sont capables de repérer la micro-malformation au niveau de la butte palatine, ou alors de faire un lien entre trois malformations pour donner le sang particulier et pouvoir aller après faire les recherches particulières qu'il faut. Voilà, donc c'est comme tout, hein. C'est comme par exemple le disait le docteur Grégoire Mial, qui est un de mes chefs adoré de Curie Sacco actuellement, qui disait en fait moi maintenant genre en chirurgie, c'est l'un des plus forts en chirurgie du cancer de l'ovaire, et il est plus capable de faire une vraie promontofixation pour un prolapsus. Il le sait, et c'est pas grave, parce qu'en fait il s'est spécialisé dans quelque chose. Au final, vers la fin, mais ça c'est pas le début. Au début tu verras, tu feras un peu de tout. À la fin, quand tu choisiras ce qui te plaît le plus, ben et ça c'est plus vrai dans le public, moins dans le privé. Après tu vas faire encore beaucoup de choses, mais encore une fois le vrai Dan, le Dan le puissant, le fort et fort, il faut vraiment avoir un niveau qui se perpétue continuellement. Pour les salles en périphérie, moi, je sais qu'à Paris, c'est obligatoire d'en faire 3 hors CHU. Donc, nous, c'est plus périphérie, donc c'est du hors CHU. À Toulouse, je sais pas comment ça se passe. C'est 3 aussi. Et globalement, c'est 1 an en docteur junior. D'accord. Nous, à Paris, c'est vraiment 3, comme tu veux. Déterminant, c'est un peu, monogame. À part de quel classement on sort la pro pour toi 13 pour faire le choix à passage à Paris? Moi, je le dis, même dernier promo, t'es content. Vraiment, la dernière promo, en fait, t'as toujours de quoi faire. Genre, ça va, il y a trop de choix. Trop de choix. Donc même là, les dernières promos que je connais, mes dernières promos sont deux copines de ma promo. C'est les meilleures chirurgiennes que je connaisse. Vraiment. Elles ont pas galéré, elles ont eu des trucs sympas. Alors certes, elles n'ont pas eu le stage à côté de chez elles dans Paris, mais elles ont des stages géniaux et elles ont une formation de dingue. Et une part avec moi aux États-Unis, enfin pas, elle va à Harvard. Moi, je vais aussi à Sanaï. Donc en fait, foncièrement, il y a à Paris, même à la fin, franchement, j'ai trop d'exemples qui me montrent qu'en fait, genre, fin de promo, là, j'ai un copain qui a fait une promo, il a le meilleur M2 de cancéro possible. En fait, la seule limite que tu as, c'est toi-même. Il n'y a pas de limite en gynécologie. En fait, tout ça est intéressant. Il n'y a pas encore plus. Un peu là, si on redéfinit là, oui, il y a une ligne. Après, en tout cas, ce qui peut jouer dans les autres villes sur le classement, c'est un peu l'ordre parfois des stages. Mais c'est pareil, enfin, je rejoins Michel Gabriel pour dire on sera toujours satisfait, mais que parfois, certains stages qui sont plus dits pour être faits à tel moment sont faits plus tôt, plus tard, mais en pratique, tout le monde y trouve son compte. Juste par des parcours purs sans intérêt. Oui, ben, tu t'inquiètes pas ça. Mais pour l'instant, entre en gynéco et après, on te donnera c'est vraiment, genre, il n'y avait pas d'achat avant les deux. Déjà, il faut choisir la gynéco et la ville et entrer dans ton internat. Après, t'inquiète pas que tu vas en parler très vite. N'écrase famille. Alors, comment expliquez-vous l'avancée du rang limite dans la société lors des choix de l'an passé? Alors, je pense qu'il y a un truc qui est certain, c'est qu'en fait, on fait tellement, là, de plus en plus, les gens qui choisissent gynéco, c'est les gens qui kiffent sa race à gynéco. Vraiment, là, de plus en plus, ma promo, on est tellement bon dans le métier, on transmet ça aux externes, que c'est une spé géniale. On a transformé la spécialité parce qu'avant, c'était très difficile d'avoir sur le pot de gamme. Maintenant, c'est quasi systématique. On est en train de changer de tout ce qui est VSS parce que maintenant, on a fait peur aux PU, on dénonce les PU. Et tu vois, les zones de Poitiers où ils ont viré les gens. En fait, maintenant, genre, l'aspect, c'est ce qui était avant, le dire, bah, tiens, c'est une fusée maltraitante. Ça ne l'est plus. Il faut beaucoup plus attention. C'est encore toujours maltraitant. On va pas vraiment dans un temps, mais t'as ça. C'est mieux vendu. Je pense avancer plus de 1000 places, c'est-à-dire que genre, c'est mieux. Du coup, c'est-à-dire vouloir c'est bon, moi, je vends comme ça. Je vends parce que c'est plus ce qui fait les gens. Donc c'est une fait qui, je pense, intéresse de plus en plus. Je pense que c'est dans l'autre sens. Du coup, mon discours il est totalement pété. Mais moi, en tout cas, je pense comme ça que c'est comme ça. C'est dans l'autre sens. Ouais, c'est un peu fluctuant. Et en fait, il faut comprendre aussi que là, depuis l'an passé, il y a quand même 1000 personnes qui redoublent, comme 500 000 personnes qui redoublent pour mieux préparer les EDM. Donc c'est un peu biaisé dans tous les sens. C'est un peu faussé. Il faut dire que les années qui viennent là sont un peu compliquées de faire des prévisions. Parce qu'en fait, il y a un neuvième de la promo ou un dixième de la promo qui saute chaque année parce que les gens veulent mieux préparer les idées. Après, il y a aussi des
Il y a aussi des choses, déjà, il y a toujours quelque chose d'imprévisible chaque année. Les villes, elles partent pas toujours dans le même ordre chaque année, même s'il y a des choses qui se retrouvent. Et il y a aussi quelque chose de mathématique où même si un poste est supprimé, ça peut être 1000 places d'un coup d'avancée parce qu'il y avait avant 1000 places d'écart entre celui qui avait choisi et le dernier qui avait choisi. Nous, je sais qu'à Toulouse, on est tous sur 500 places, mais dans d'autres villes, ils sont tous ils ont des fois 1000 places d'écart entre le dernier ou l'avant-dernier, et que sur une place de supprimé, ça peut avoir cet effet-là. Et que l'année dernière, finalement, on était vraiment moins nombreux, et que les rangs limites, d'ailleurs, de manière générale en chirurgie, par exemple, ont assez augmenté. Je pense avec des choses un petit peu mathématiques aussi. Donc, à voir cette année comment ça va se profiler, parce que vous êtes beaucoup plus nombreux. Du coup, il y a aussi plus de postes. C'est difficile de trouver une place pour le clinical de l'assistanat. Pas du tout. Par contre, pour le docteur junior, c'est une galère sa race. À Paris, c'est horrible. C'est Game of Thrones. Vraiment, alors, c'est terrible. Donc, en fait, le clinical d'assistanat, il n'y a plus aucune difficulté. Par contre, pour le DJ, ça peut être compliqué parce que les bons DJ se monnaient très cher, se vendent très à l'avance. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, c'est plus les DJ qui sont du mal ça s'est déplacé vers les DJ. Bon, en périphérie, ça peut être un peu l'inverse. Pardon, pas en, en province, ça va être un petit peu l'inverse. En tout cas, les docteurs juniors, nous, globalement, il y a de la place, même si les postes, il faut les anticiper. Pareil, effectivement, en parler. Et ça, il y aura de la place pour tout le monde. Là où l'assistance clinica, les places, elles se disputent un peu plus, en tout cas en centrale. Mais dans tous les cas, il y a des places. Oui, il y a de la place. Il faut toujours une place, c'est pas un problème. Ça. Avez-vous des conseils de livres ou d'autres, pas le début de l'internat? Alors, moi, tout le monde va vous dire, sincèrement, c'est Obstetrix, là, l'application Obstetrix ou les vidéos de sur la gorge, c'est des trucs qui sont intéressants pour comparer. Mais profitez de votre été. Profitez de votre été. Vous aurez bien assez le temps de bouffer un maximum de connaissances. Là, vraiment, reposez-vous parce que avant d'avoir autant de vacances, vous allez avoir un petit temps. Donc, c'est vraiment, c'est, beaucoup de gens vont vous dire les gros livres d'obstétrique énormes. Vous inquiétez pas, vous aurez le temps d'apprendre et la façon qui est faite pour ça. Et aussi, effectivement, la Jamigo. Mais oui, Laura, venez le 17 octobre, punaise, on apprendra tout ce qu'il faut savoir sur l'internat et vous serez prêts, archi prêts, et vous allez même bluffer vos enseignants, vos chefs en l'air. Ça, je sais pas si t'avais, Agathe, un truc à conseiller comme ça, mais moi, je vous Non. conseille tout le bouquin. Éventuellement, il y avait des choses, je pense que ce serait plutôt des livres, justement, des romans pour voir un peu après, enfin, comprendre un peu ce que les patientes, elles attendent de nous. Patients et patients, d'ailleurs, des fois. Mais voilà, comme Le cœur des femmes, tout ça, plutôt que, enfin, de bosser un petit peu aussi sur, finalement, qu'est-ce que ce sera notre place après, en tant que médecin. Mais plutôt, reposez-vous, profitez, ouais, vous aurez effectivement bien le temps de lire plus tard. Et puis, en plus, on peut jamais se préparer en lisant. Amen. L'ambiance des salles est globalement bonne, elle est de mieux en mieux, parce que justement, les gens, en fait, la culturation, elle est pas complète. C'est-à-dire qu'on a fait ils ont pas, ils font plus, pour moi, l'harcèlement moral ou de harcèlement sexuel, non pas parce que, genre, ils veulent plus le faire, c'est parce qu'ils ont peur des conséquences. En fait, il y en a plein qui le pensent encore, mais en fait, ils le font pas, mais ils ont peur des conséquences. Donc, pour l'instant, on en est à là. Donc, maintenant, l'ambiance est meilleure parce qu'ils se taisent. Que la nouvelle génération est de plus en plus féminine et surtout mieux avertie sur le côté harcèlement moral et sexuel. Donc c'est de mieux en mieux, l'ambiance elle va mieux. Enfin de ce que je trouve moi en tout cas à Paris, on se bat pour ça. Je sais pas comment ça se passe à Toulouse, je pense que vous êtes sympa à Toulouse. Ouais, franchement, moi, je ressens même pas ce côté, parce que ce dont tu parles. Mais après, ça peut aussi varier en fonction, j'imagine, des chefs des services, de l'ancienneté. En tout cas, pour l'instant, moi, j'ai toujours été encadrée par des chefs bienveillants, et j'ai quand même des retours aussi de co-internes, à peu près de mes promotions dans d'autres villes où c'est assez similaire. Ce qui ce qui veut pas dire qu'il y a pas aussi des endroits où il y a des mauvaises ambiances. En tout cas, globalement aussi, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une solidarité entre internes qui fait qui participe beaucoup à l'ambiance des stages. Et ensuite aussi, il y a effectivement l'ambiance avec les sages-femmes. Et moi, on m'avait prévenu un peu en disant, il faut faire attention avec les sages-femmes, etc. Je trouve que ça se fait assez naturellement avec les sages-femmes, et que l'ambiance, dans les stages, en tout cas de l'obstétrique, elle se fait facilement avec aussi ces interactions-là. Mais voilà, je pense que
comme tu dis, il y a encore des choses à changer aussi sur cette spécialité. On n'est pas, on est en avance. Est-ce qu'on reste réellement aller à un cours de DU? Non. Non, non, pas pareil, en tout cas, mais tu t'organises. Moi, je fais le DU sexo qui est le mardi soir. Tu te mets un peu sur le côté. En fait, même les demi-journées de formation, moi, je les ai jamais vraiment eu. Mais en fait, tu te débrouilles, en fait, tu peux t'arranger pour t'absenter pour c'est un cours d'échographie, tu bidouilles, mais vraiment, c'est un peu difficile. Il y a une telle activité que ça peut être compliqué. En tout cas, nous, à Paris, c'est complexe. Dans certaines villes, ils le laissent plus facilement, comme tu l'avais dit, Agathe, dans certaines villes, pour les atteintes DU, il s'est un peu implémenté dans la formation. Globalement, avec ça dépend d'y aller, mais il te un peu le payer. Donc, en tout cas, ça dépend. Mais nous, à Paris, c'est un peu compliqué. Je sais pas comment toi tu le ressens, Agathe. Je sais pas si tu as des exemples de tes aînés. Oui, ouais. Nous, ça, je sais que ceux qui s'intègrent très bien, c'est le DU MTO, le DU échographie. En tout cas, ils sont vraiment intégrés dans les semestres. Mais globalement, nous, ça fait quelques années que les DU, enfin, c'est important. Enfin, le chef de service, il insiste pour qu'on y, le chef de pôle même, insiste pour qu'on y aille et pour que ça fasse partie de nos formations. Les journées de DES aussi, elles sont banalisées pour que tous les internes soient libérés pour y aller et que les chefs remplacent. Il y a même, par exemple, les césariennes programmées qui sont... il n'y a pas de césarienne programmée ce jour-là parce qu'on sait qu'il n'y a pas d'interne. Donc, il y a quand même des villes où il y a une adaptation qui est faite sur ça et qui, d'ailleurs, moi, en tout cas, je trouve qu'il y a un écart avec d'autres spécialités où c'est pas du tout fait. C'est pas du tout fait. Mais je trouve qu'en gynéco-obstétrique, il y a tellement de DU que ça reste quand même dans la tête des chefs. En tout cas, moi, ce que me disaient mes co-internes le plus âgés, normal qu'on en fasse et qu'on y aille. Après, en faire 3 la même année, là, je pense que ça se complique. Après, ça s'organise très bien. Moi, j'ai très bien réussi. Ça s'est bien passé. Et bon, c'est autre chose, on pourra en parler. On fera, si vous voulez vous poser des questions folie et obstétriques, n'hésitez pas à me contacter. FSR 1 an où on peut faire les stages requis sur le semestre libre. Oui, en fait, ça se complète. Ça se met dans tes stages. Si tu rajoutes un an. Tu peux le faire en rajouter 6 mois si tu as vraiment faire un stage en plus, mais ça se complète dans tes stages. Est-ce qu'on fait un DSUDG en dehors de notre division? Alors oui, quand on n'est pas de Paris. Non, quand on est de Paris. Parce qu'à Paris, vous allez voir les pays, ils disent, pourquoi tu vas d'autre part? C'est un peu valable pour d'autres villes aussi. En tout cas, c'est compliqué parce que je crois qu'il y a aussi un enjeu de rémunération, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est ta subdivision qui, de toute façon, te verse ton salaire. Oui. Donc, il faut trouver quelque chose où tout le monde est d'accord. Et à savoir que il y a beaucoup d'hypocrisie. À Paris, on reçoit quand même beaucoup de gens qui viennent à Paris pour leur régie. Mais en fait, c'est vrai. C'est-à-dire, en fait, c'est aussi pour comprendre que en docteur junior, t'es l'ouvrier qualifié le moins cher de la PHP. T'es genre un médecin, niveau chef, qui fait des consultations, qui opère seul, qui est indépendant, et que je veux payer comme un interne. Franchement, gars, personne dans le monde du travail n'a trouvé meilleur truc pour mettre des mecs qui sont pas plus de 10 ou 12, et leur dire, voilà, tu es docteur junior. Voilà. Et par contre, tu fais tout comme un chef, mais t'es docteur junior. C'est la plus grosse arnaque du siècle. Nous, moi, je préfère le voir positivement en me disant que c'est une année où tu es dans le service, où tu fais plus de choses, où tu as plus de responsabilités. Au final, c'est quand même assez affligeant de voir que ils veulent tellement pas nous rémunérer qu'ils ont inventé un nouveau titre pour peut-être encore un an de plus. Voilà. J'arrête de parler. De toute façon, je cherche beaucoup sur ce fond-là parce que on n'a pas de rémunération pour vraiment augmenter à côté. C'est un peu difficile à vivre de voir mes confrères et mes consoeurs avoir des autorités de chef tout en étant, vous savez, comme des internes au final. Mais on peut aussi à l'étranger, mais voilà, ça dépend des subdivisions et du taekwondo et de beaucoup de choses. C'est difficile, disons, le docteur junior en dehors de la subdivision. Euh, alors, alors oui, alors CCA, c'est hard. C'est encore plus hard que l'internat. Assistant, c'est plus léger. Assistant, t'as plus de vacances, t'as pas les cours à la fac, t'as que ton taf à l'hôpital. Donc en fait, maintenant, le truc, c'est ce qui est ça, c'est pour ça que genre, potentiellement, il y a une crise de ce poste de chef de clinique. C'est que chef de clinique, en fait, t'as tous les désavantages, alors qu'assistant, t'as tous les avantages. Donc en fait, finalement, le poste interne, il est cool quand tu fais assistant. Si chef de clinique, c'est un parti pris, il faut aimer l'enseignement, c'est du boulot, mais c'est aussi des postes où tu opères beaucoup, tu fais beaucoup de choses. Mais voilà, je finis tard. Après, tu finis tard pour d'autres choses, pour d'autres responsabilités. Mais effectivement, c'est des postes difficiles. Mais l'assistanat, par contre, a transcendé la chose. L'assistanat, maintenant, c'est devenu trop cool. Moi, j'ai des potes qui font des assistanats un an là, un an là, un an là pour
se spécialiser tranquillement, pétrou. Vraiment, en fait, c'est vraiment, voilà. Si t'as peur si t'aimes bien l'enseignement, la recherche, bon, c'est ça, c'était pour toi. Si t'aimes plutôt, genre, juste approfondir ta spécialité, là, cette année, c'est une super procès. Effectivement, on a des assurances plus élevées quand on est dans le libéral privé et on a effectivement des patients qui peuvent être procéduriers également. En fait, c'est juste que, ben, comme c'est des traits, parfois, qui traitent avec l'urgence, des soucis de vie qui sont très critiques et qu'on a, si tu fais droit de la santé, parce que oui, j'ai fait aussi des droits de la santé, mais c'est trop bien le droit de la santé, c'est important, si ça l'intéresse, c'est intéressant, comme l'économie, mais bon, on en parlera plus tard. Droit de la santé, en fait, actuellement, le système judiciaire français pour la santé est fait de telle sorte que, quelqu'un qui a une plaie, même si c'est un aléa thérapeutique, doit porter plainte pour avoir de l'argent et en fait, même si toi tu n'auras rien, tu auras juste la procédure qui sera un peu horrible, l'absurde de jugement pour tout ce qui est c'est pour tout ce qui est de la tout ce qui est de la profession, tout ce qui est de la j'ai des questions de toi, c'était en fait tout ce qui est c'est en fait une analyse où tu as des médecins qui t'a posé des questions, ça peut être traumatisant. C'est un peu dur, mais foncièrement en fait il y a très peu de gens que j'ai vu condamner. Parce qu'en fait finalement il y a beaucoup les thérapeutiques qui entrent en jeu et le gars qui te défend. Donc oui, t'as c'est une personne avec comme beaucoup de spécialités chirurgicales ou anesthésiques relativement fort. Quand ça concerne des choses aussi graves, aussi tristes que ben, le décès d'un enfant ou alors des opérations d'urgence, il y en aura toujours, mais c'est pas seulement la gynécologie. T'es toujours, t'es toujours, euh, t'es toujours intégré dans les process. Nous, on défend de plus en plus le syndicat. En fait, t'es jamais abandonné. Faut toujours penser que t'as un syndicat par subdivision, que t'as une association de gynécologie nationale qui est là aussi pour te protéger également. Tu n'es pas seul. Moi, je suis à c'est paricité pour la promotion du DU. Se dédier avec une mauvaise réputation niveau ambiance et formation, oui, mais on ne le dira pas. Ça se dira, vous avez contacté les réformes par ville. Je ne dirai pas à vote ici maintenant. Ça se demande à vendre sa place. Euh, Comme on dit, c'est going to tu vois. Alors, les Anglais sont encore pires, l'internat anglais, pour y être allé, c'est un bordel sans nom, je les ordonne pas du tout. Et moi, genre, vive la France. En termes de salaire, on est nul à chier. En termes de formation, on est les plus d'années. Vraiment. Sincèrement, sur l'Europe entière. Bon. Stage mix de gynéco, c'est quoi les différents secteurs qui composent le stage? C'est quoi les principales pathologies qu'on rencontre tous les jours? Agathe? Réponds Agathe. Déjà, un stage mixte de gynéco-obstétrique, pour moi, c'est plutôt un stage en périphérie, sauf si, enfin, en tout cas, pour avoir et de l'obstétrique et de la gynécologie et de la chirurgie, globalement, c'est plutôt donc, pardon, des stages en périphérie et les principales pathologies, cas qu'on rencontre tous les jours, c'est pareil, ça va être difficile à te résumer, mais en obstétrique, globalement, tu vas avoir l'obstétrique du coup classique qui peut être couplé avec un suivi sage-femme, donc où tu vas, toi, ce que tu vas voir, si tu sais, ça va être l'échographie T1, T2, T3, etc. Et après, si ça se complique, ça va être globalement ce que tu vas voir, c'est la prééclampsie et la menace d'accouchement prématuré et la rupture prématurée de membrane avec les risques infectieux. Vraiment, ça va être ça. Tu vas avoir aussi tout ce qui va être donc en obstétrique très précoce, les fausses couches. Ça, c'est ce que tu vas avoir aux urgences gynécologiques, les fausses couches. Après, du coup, les fausses couches plus tardives, c'est un peu moins courant. Dans la gynéco ou la gynécologie, enfin l'obstétrique, ça va se confondre aussi avec les grossesses extra-utérines. En tout cas, c'est ce à quoi il faudra penser très régulièrement parce que tu auras beaucoup de métrorragie du premier trimestre en stage. Et après, sur un stage mixte, vraiment mixte, où tu as et de la gynéco et de l'obstétrique. Donc, sur la partie gynéco, tu vas avoir un peu de suivi classique, contraception ou suivi HPV, colposcopie, etc. Et tu vas avoir la cancéro, si c'est fait dans les centres, ou notamment, ce qui est fait assez facilement, c'est quand même le cancer du sein. Mais après, il y a aussi cancer endomètre, cancer du col et cancer de l'ovaire, donc plus rare dans les stages mixtes. Mais voilà, globalement, le tableau de la gynécologie obstétrique. Et après, tu auras tous tes stages un peu qui vont cibler chacun de ces choses-là. Notamment, par exemple, le stage de grossesse pathologique qui se fait quasiment dans toutes les villes, je crois, où tu suis donc l'obstétrique en version pathologique avec des suivis de grossesse euh, rapprochés, voire hospitalisés, du coup, sur notamment la prééclampsie, la menace d'accouchement.
Est-ce que tu veux me compléter, Michel Gabriel? Paris, c'est tout est mixte, quasiment, et c'est plus rare les stages non mixtes. En fait, genre, t'as pas de stage de GHR, t'as vraiment, en fait, tu fais tout en même temps parce qu'il y a trop d'activités. Ok. Le bassin parisien d'Île-de-France, c'est 10 millions de patients. Donc, en fait, foncièrement, c'est plus rare d'avoir des stage où tu fais qu'une seule chose. L'obstétrique sera toujours complet avec de la gynéco un petit peu. Il y aura même si tu seras plutôt fléché ops ou chir dans certains stages. En fait, il y a beaucoup de mixtes à Paris parce que en fait, c'est difficile au début et il y a des stages, en fait, où ils flèchent un peu où tu fais toute l'obstétrique d'un côté, donc tu fais la salle GHR tout en même temps, ou que de la chir, mais c'est considéré comme obstétrique. En fait, Paris, c'est un peu un monde à part, dans le sens que genre, les autres villes de notre Paris, je pense qu'ils ont, avec cette organisation, c'est le loisir de pouvoir proposer des internats qui sont bien faits, bien construits. Moi, à Paris, c'est un peu, tu fais ce que tu veux à la One si tu vas à Paris. Tu peux faire que des stages de PMA, tu peux faire que des stages banqués. T'as tellement de variabilité à Paris que genre, c'est un peu compliqué de parler de Paris. C'est vraiment, il y a deux mondes. Il y a Paris où tu fais un peu, t'as cette liberté folle parce que, ben, t'as 10 CHU, et autant de et 20 CH. Dans d'autres villes comme par exemple moi j'aime beaucoup de Dijon. Dijon où c'est très bien accessible, tu vas t'emmener là pour te faire progresser, pour que tu aies bien valider les acquis. Alors que moi avec les potes on fait un stage obstétrique pur, où tu vas faire que l'obstétrique et le reste de la chair. Donc c'est vraiment enfin c'est pour ça que c'est aussi Paris peut être intéressant pour ce jeu, c'est qu'en fait tu veux composer un internat complètement, bah pareil tu peux faire. Là j'ai des potes qui ont fait un stage obstétrique et que de l'échir. Ils ont fait de la dige, de la plastie, du vasculaire. Donc, voilà, en fait, c'est vraiment ce qui peut être moins possible dans d'autres villes que Paris. Enfin, si tu n'as pas. En tout cas, je pense qu'ils se recoupent partout dans toute la France avec les urgences gynécologiques et Elsa avec gynécologue dans tous les stages aussi. Alors, est-ce qu'on est formé aux pathologies de gynécomates comme le COPK et l'endométriose? Oui. Mais tu auras plus d'occasion de le faire si tu es dans les centres de référence. Et moi, j'étais à Cochin, centre de référence de l'endométriose, donc j'ai fait beaucoup d'endométriose. Mais t'es formé, oui, t'es un peu formé. Pas forcément pas très bien. On fait pas mal aux urgences. Mais effectivement, si tu veux une vraie formation complète, bah, il faut faire un stage gynécomède ou alors être dans un centre externe où tu es sûr d'avoir la consultation de cette académie-là. Tu as un semestre, hein. Tu veux ajouter quelque chose, Agathe? Non, j'allais dire que c'est valable aussi pour la ménopause ou effectivement toutes les pathologies de gynécologie médicale, ça m'a l'air, en tout cas moins, faut prendre un stage plus fléché pour le coup, parce que on va les rencontrer et se former un peu au tas, mais moins en consultation que les gynécologues, enfin que ceux en gynécologie médicale peuvent le faire. Est-ce qu'il est obligé de faire un semestre en ville? Ah, waouh, non. Enfin, pas à Paris. Moi, je connais pas le stage. Le stage en ambulatoire, c'est tous les libéraux le veulent. Les doyens, le bloc, en fait, on n'est pas assez nombreux pour tenir l'île de gare. T'imagines? Si tu faisais possible. Non, non, en fait, ils veulent pas du tout comme il y a accès. Donc, en fait, tu fais sur le tas, en remplacement ou sur tes jours off. Mais vraiment, genre, je n'ai jamais vu de stage ambulatoire en gynécologie obstétrique. Enfin, moi, en tout cas, pareil. Et il y a des rangs. Oui, les remplats, mais c'est pas un stage de 6 mois, tu vois. Non, C'est, mais parce que tu peux prendre une dispo sur ton internat, comme on parlait des fois, et certains en profitent pour faire des remplats, et notamment dans ce type de structure. mais t'es vraiment médecin, du coup. Tu gagnes de l'argent. Donc, c'est Ah, pas du tout en mode apprenant. non, je pense quoi. À partir du moment où t'es taisé. Non, pas forcément. Thésée, c'est les remplacements en cabinet. C'est quand tu feras 5e semestre, Agathe, tu pourras faire des remplacements en cabinet. Ah, c'est Et tu gagnes de l'argent. Et moi, par contre, c'est en 7e semestre et thésée, faire des gardes de chef d'obstétrique. ouais. Ce que je fais, ce qui est extrêmement stressant parce que tu es tout seul, sans interne. Et là, on a tout décidé, mais voilà. Et c'est tout ça hyper dur de devenir bon dans un petit peu aussi varié. Être bon, c'est vrai qu'il y en a quoi, mais bien sûr, c'est toi qui as des chefs de service qui font encore les quatre en même temps. Ils font obstétrique, chirurgie, DAN, PMA. Bon, après, ils font mal, les quatre, mais c'est pas le problème. Et tu peux être bon dans deux spécialités, effectivement. Alors, mais tu peux être bon, tu peux être très bon en esthétique, mais après, le DAN, comme je le dis, vraiment, c'est tellement, pour devenir l'excellence, c'est faire que ça. Faire que ça tout le temps, à fond la caisse. C'est vraiment pour le DAN, même par exemple, les gens comme Gilles Granger, ils ne font plus que de l'écho.
Mais ça reste quelque chose qui est spécifique un peu à notre spécialité. Enfin, il doit y avoir d'autres spécialités où ça se ressemble, mais en tout cas, c'est vrai qu'on passe rarement 2 fois dans le même stage. Bon, alors après, ça doit pouvoir se faire à Paris, ça peut se faire aussi à Toulouse, mais on passe rarement, enfin, on valide des acquis par stage. Et je pense par exemple à la chirurgie digestive où ils vont faire plusieurs semestres au même endroit ou en tout cas dans des endroits pas loin. Nous, en gynéco, effectivement, sur l'internat, il y a ce côté un peu de spécialisation qui plane un peu au-dessus de nous, où à un moment, il faut un peu s'orienter ou pas forcément, hein, on peut ne pas s'orienter, mais effectivement, pour devenir bon, il faut pratiquer et faire. Et c'est vrai, je comprends en tout cas que tu as l'impression que ça peut être hyper dur parce que c'est dur, mais ça se fait, je pense. Alors, attends, là, ça, c'est j'avais déjà dit. Permis de savoir ça, hein, je suis glacier avec ces échos totalement. Si t'as envie de faire ça, tu me contactes. Moi, je vais faire la reconstruction, voire même, je vais faire des microchires pour faire des diètes et des lambeaux. Ouais, en fait, si t'es pas dans une ville comme Paris où il y a beaucoup ça joue de glacier avec ces scénos, tu fais des interchus par exemple, la curie ça où je suis, il y a des interchus qui kiffent. Donc, ne t'inquiète pas, ça se fait. Et ces autres points négatifs, c'est unitaire en dehors du rythme de l'internat et de la charge émotionnelle. T'en vois des points négatifs, Agathe, dans notre spécialité? Heu, Bah, non, c'est ça, la responsabilité, mais c'est normal aussi, c'est aussi le côté positif d'être responsable de ce qu'on fait, mais la charge émotionnelle. Pardon? Non, j'en vois pas d'autres. Oui. Bah, les autres points négatifs, en fait, c'est oui, bah, bah, ouais, c'est en fait, le truc, c'est que le point négatif, c'est inhérent à la spécialité, hein. C'est que tu travailles de nuit, pendant 24 heures, t'es fatigué durant longtemps, c'est des stages difficiles, c'est de la chirurgie, ça demande beaucoup de réflexion, t'as beaucoup de variations, tu fasses de l'écho, plein de choses à voir. Mais en fait, finalement, c'est des points négatifs qui se compensent vachement bien, donc, c'est, donc en fait, foncièrement, genre, tu composes avec. Tu composes avec, Ina, ne t'inquiète pas, ça compose. Est-ce que vous pensez que la mauvaise ambiance dans certaines villes aurait pu remettre en question votre choix de spécialité? Moi, personnellement, je choisis ma ville en étudiant toutes les villes, et effectivement, il y a des villes où je ne mettrai pas un yep, mais c'est personnel encore une fois, et c'est à vous de faire votre idée, de faire votre idée, de demander. Là, vous avez encore quelques jours pour nous harceler, pour nous dire, ah, quelle ville, là? Mais en fait, ouais, effectivement, il y a des villes où je ne serais jamais allé de ma life. C'est, voilà, bah, ça se demande. Faut demander, il faut avoir un message à Agathe et lui faire, oh, maintenant que tu es en off, tu peux nous dire si c'est vraiment vrai, que Toulouse, c'est sympa, tu vois. Et Après, nous, il y a ce que je vous conseille, c'est quand vous demandez à quelqu'un, sur sa ville, de lui demander sur les villes autour. Les retours qu'ils ont pu avoir parce que c'est aussi comme ça qu'on a un peu, des retours variés. euh, Et après, il faut quand même se dire que les choses, elles changent partout, tout le temps, dans tous les sens. Même des villes qui peuvent être exceptionnelles, parfois avec des changements, elles peuvent l'être un peu moins et à contrario, des villes, qui l'étaient moins peuvent, devenir exceptionnelles par des changements de chefferie, enfin voilà. Les choses changent. Alors après, pas forcément à l'échelle d'1 an, 2 ans, mais sur l'échelle d'un internat, les choses peuvent changer. Est-ce qu'en interne, peut aller au congrès? Oui, totalement. C'est juste, c'est payant. C'est payant, que parfois le stage vous le paye, des fois faut le payer. Quand on est, quand on est adhérent de la GOF, il faut adhérer. On a des prix pour PSF. Donc vraiment, alors ne pas hésiter. Et ça dépend de ce que tu as toléré. Mais le truc, moi, j'aurais pas toléré. Moi, personnellement, mais en même temps, je suis syndicaliste de merde. Donc, en fait, moi, je suis, quand il y a trop d'injustice, je suis trop énervé et je suis trop méchant. Et après, j'ai pas de poste. Mais voilà. Non, j'ai des postes, donc inquiétez pas, entre les autres. Mais en fait, il y a des endroits où, c'est pas que c'est horrible, c'est juste que l'offre de formation, elle est très mauvaise. C'est très mauvaise. Mettre combien de côté pour les niveaux? On vous paye, les repas, en fait, foncièrement, au logement, ce qu'on vous conseille beaucoup, c'est de vous mettre d'aller à un Airbnb commun, en par ville, pour payer le moins cher l'année possible. En fait, il faut payer le billet de train et le logement. Le reste, la bouffe et les formations, c'est, gratos. Donc, Ina, t'es vraiment trop à fond, là, meuf. Genre, c'est la thèse. Choisis gynéco, déjà, ouais. Choisis ta vie. La thèse, tu verras. Moi, j'ai des potes qui ont pu la refuser de thèse dès le premier semestre.
Moi, j'ai pris assez tard et j'ai bourriné comme un bourrin. Donc ça dépend en fait. Foncièrement, j'en suis, tu verras. Mais souvent, on commence à y penser après la planification. À part sur la façon que tu tombes amoureux d'un sujet et que tu fonces dedans. Mais ne t'inquiète pas. Mais déjà, pense à ta vie. J'en sais rien. Non. Et du coup, pour mon installation, tu conseilles un Bolution? Moi, ça me saoule. Bolution, mais c'est pas la question. Voilà, c'est côté projet Lego, effectivement, on essaie au maximum de, un jour, on arrivera à avoir des financements par les années pour payer le train et le logement. Pour l'instant, on n'y arrive pas encore. On est en train de réfléchir à des solutions pour louer des dortoirs, pour que ça soit le moins cher possible. Voilà. Mais sinon, après, c'est reste toujours un peu compliqué, mais c'est important. J'espère que vous êtes un jour pétant. Est-ce qu'on passe un peu à côté de sa vie si on veut être un bon gynéco? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Même, genre, c'est vraiment, genre, tu passes pas du tout à côté de ta vie. Et c'est juste que juste t'as un truc en plus que les autres, c'est que t'es tout le temps heureuse. Et ça, c'est super. Tout le temps heureux. Parce que t'aimes faire le métier qui te plaît, parce que c'est un métier qui est ultra enrichissant. Parce que t'aimes pas ton métier, c'est juste de parler avec les patientes. J'adore parler avec les patientes. Donc, ouais, tu passes pas à côté de ta vie, en fait. C'est juste que, bah, tu choisis un métier qui a du sens. Et contrairement à beaucoup de gens, de tes amis que tu vas voir qui font partie de consultant, qui font des petits jobs, mais toi, t'auras du sens. Et ça, en fait, c'est pas, dans les moments donnés où c'est un peu difficile, bah, c'est se dire qu'en fait, notre métier, il a le but ultime qu'est la vie. Et que, par cela, on aura toujours un sens, une vocation, et un rôle qui se déroule. C'est un peu marrant, par exemple. C'est comme ça que je pense. Et Agathe, je t'en prie. Hésite. Agathe? Agathe est partie, du coup, voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions, pour ce webinaire? Évidemment, tu peux nous contacter par les réseaux sociaux. Il faut pas, c'est, encore une fois, hein, c'est, moi, je suis biaisé, mais, c'est trop bien. Donc, venez, asseyez-vous, motivez vos potes, venez au Génigo, et j'ai tellement hâte de vous appeler, confrères et consoeurs, travailler avec vous, de construire avec vous, euh, et ne grillez pas les étapes. Ina, j'espère que tu seras là. Je veux te rencontrer au Génigo pour parler de tes chaises du bureau. Tu vas choisir. Ça nous prend ton temps pour la PMA. Et surtout, prenez le temps de bien choisir. Faites jamais d'erreur. Vous avez fait le plus dur. Le GDN, c'est le plus dur. Parce que maintenant, l'internat, en fait, vous êtes médecin et vous êtes trop kiffé. Soyez heureux, profitez de l'été, profitez de nous bronzer et avec le sourire. Et c'est là que vous accueillir le 17 octobre. Ce sera mon dernier événement avant que je parte à LA. J'ai bien envie de le fêter avec vous. Donc, n'hésitez pas à franchir les portes. Et donc, la grosse, j'en profite pour remercier tout le bureau que j'aime, que j'en profite également pour remercier Laura, que j'adore, et que on dit jamais assez merci. Et il faut toujours dire merci, merci Laura, de prendre du temps pour nous et de choisir ce métier si un peu atypique. J'ai hâte de te voir à Paris et sache que je te bloque le week-end avant parce que c'est les 30. Tu viens de les 30 ans, tu viens de les 30 ans, tu n'as pas trop de choix. Voilà, merci à tous, merci de nous avoir écoutés et je vous dis à bientôt.